Le cri dans la nuit. C'était une nuit particulièrement froide et morne à Londres. Le brouillard, épais et implacable, s'infiltre dans les rues et ruelles étroites, étouffant l'agitation habituelle de la ville. Les lampes à gaz pénétraient, à peine dans l'obscurité, ne projetant que de faibles flaques de lumière fantomatique sur les pavés en contrebas. Au loin, une silhouette solitaire se déplaçait précipitamment dans une artère autrement déserte, tenant un paquet sous son bras. Le pas de l'homme s'accéléra. Son épais manteau claquait contre ses jambes alors qu'il regardait nerveusement par-dessus son épaule, même si personne ne semblait le suivre. Son souffle gonflait en petits nuages, et le bruit de ses chaussures résonnait brusquement dans le silence. Un grondement sourd de tonnerre parcourut la ville, suivi d'un cri aigu et tranchant qui semblait venir du plus profond de la nuit. C'était un cri qui parviendrait bientôt aux oreilles de tous les agents de police dans un rayon d'1 mile. Le matin, cela faisait la une des journaux. Un éminent acteur de théâtre retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Je lis les nouvelles à haute voix pendant le petit déjeuner, s'arrêtant uniquement pour siroter mon thé. La victime est un certain Henry Cartwright, un acteur qui a récemment acquis une certaine renommée grâce à sa performance dans Le fantôme qui rit. Selon le rapport, il a été découvert dans sa loge du théâtre Elysium, après avoir subi ce qui semble être une simple blessure au cœur. La porte était verrouillée de l'intérieur, et il n'y a aucun signe d'effraction. C'est un cas des plus déroutants, Holmes. Mon compagnon, Sherlock Holmes, était assis en face de moi, ses longs doigts anguleux repliés sous son menton. Ses yeux gris brillaient d'intérêt, même si son expression restait impassible. Il n'a rien dit, attendant que je continue. La police est déconcertée, ai-je poursuivi. L'inspecteur Lestrade aurait déclaré « C'est comme si le meurtrier avait disparu dans les airs ». Il n'y avait aucun témoin, aucun mobile apparent et aucun signe de l'arme du crime. Holmes se laissa finalement reculer sur sa chaise, son regard devenant lointain. « Le fantôme qui rit », répéta-t-il doucement. J'ai entendu parler de cette pièce. Un mélodrame avec une réputation particulière, n'est-ce pas? Une histoire de vengeance, de tromperie et de trahison, si ma mémoire est bonne. J'ai hoché la tête. En effet, on dit que le succès de la pièce reposait en grande partie sur la représentation extraordinaire que Cartwright faisait du fantôme. Titulaire, un personnage qui semblait toujours avoir une longueur d'avance sur ses ennemis, riant même lorsqu'il portait le coup final. Holmes tapota du doigt l'accoudoir de sa chaise, un léger sourire étirant le coin de ses lèvres. Et maintenant, semble-t-il, quelqu'un a renversé la situation sur l'acteur lui-même. Une pièce verrouillée, un homme mort et une scène de crime dépourvu des indices habituels. Oui, Watson, cela pourrait s'avérer être une énigme des plus intrigantes. Au moment où nous arrivâmes au théâtre de l'Élysée, le soleil s'était levé, même si ses faibles rayons ne parvenaient pas à dissiper l'obscurité. Le bâtiment se dressait devant nous, sa façade ornée mais patinée, son chapiteau autrefois brillant n'étant plus qu'une pâle ombre de son ancienne gloire. Un agent de police montait la garde à l'entrée, son souffle s'embuant dans l'air froid. À l'intérieur, l'ambiance était sombre. Les membres de la troupe se blottissaient dans les coins et chuchotaient à voix basse. Le metteur en scène, un homme corpulent au teint fleuri, arpentait nerveusement la scène en se tordant les mains.
L'inspecteur Lestrade vous attend dans la loge, monsieur Holmes, a déclaré le gendarme en nous guidant dans un couloir étroit. L'air devenait plus froid, les ombres plus profondes. Enfin, nous atteignîmes une porte entr'ouverte, révélant la scène du crime. Le dressing était petit, exigu avec une vanité encombrée, une armoire et une seule chaise en bois renversée sur le sol. Le miroir était fissuré et une légère odeur métallique persistait dans l'air, rappelant la violence qui avait eu lieu. Le corps sans vie d'Henry Cartwright était affalé contre le mur. Ses yeux regardaient fixement devant lui, son visage figé dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un horrible sourire. L'inspecteur Lestrade nous accueillit d'un signe de tête, même si son expression était troublée. Holmes, je ne sais pas quoi en penser. Aucun signe de lutte, aucun signe d'effraction. La porte était verrouillée de l'intérieur et la fenêtre était verrouillée. Holmes entra, son regard perçant balayant chaque détail. Il s'accroupit près du corps, ses longs doigts planant juste au-dessus du revers de la veste de Cartwright. « La blessure est précise, » murmura-t-il. Une frappe nette, comme si l'agresseur savait exactement où viser. Il se redressa et tourna son attention vers la vanité où un assortiment de maquillage, de pinceaux et de scénarios de théâtre était éparpillé. Et pourtant, a-t-il poursuivi, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet arrangement, quelque chose qui n'a pas sa place. J'ai regardé Holmes examiner le miroir, l'armoire et le plancher avec un soin méticuleux. À un moment donné, il a pointé une loupe sur une légère tache sur le sol, une traînée de quelque chose de sombre, presque noir, qui menait vers l'étagère de l'armoire. « Watson, tu vois ça » a-t-il demandé en me faisant signe de me rapprocher. « Cette substance, on dirait de la suie, et pourtant il n'y a pas de cheminée dans cette pièce. Peut-être a-t-il été transféré de la scène du théâtre ? J'ai suggéré. « Peut-être, » dit-il, même si son ton était loin d'être certain. Mais pourquoi la suie nous mènerait-elle au porte-manteau ? Il tendit la main et écarta un groupe de costumes suspendus. Là, caché derrière le velours et la soie, se trouvait un petit panneau de bois. D'un mouvement rapide, Holmes appuya dessus et il s'ouvrit avec un léger grincement. « Eh bien » marmonna Lestrade en regardant par-dessus l'épaule de Holmes. « C'est nouveau ?» Holmes sortit un petit objet du compartiment caché. Un masque en porcelaine, blanc comme un os, avec un sourire peint qui reflétait l'expression du visage de Cartwright. Le masque était attaché à un long ruban noir dont l'extrémité avait été coupée proprement. Holmes l'a exposé à la lumière. « Le fantôme qui rit », dit-il doucement. Un curieux souvenir a laissé derrière lui. Et pourtant, il nous en dit plus que ce que le meurtrier aurait pu imaginer. « Que veux-tu dire, Holmes ?» j'ai demandé. Il sourit faiblement. « Tout cela attend, Watson. Tout attend. » Et c'est ainsi que les premiers fils du mystère ont commencé à se dévoiler. Ombre sur Sen Holmes retourna le masque de porcelaine dans ses mains, le sourire peint comme s'il se moquait de notre confusion. Le ruban noir avait été proprement coupé, ses bords effilochés, juste assez pour suggérer une action délibérée plutôt qu'une usure. Cartwright était réputé pour sa maîtrise de la scène, murmura Holmes. On disait que son portrait du fantôme qui rit était transformateur. Et maintenant, dans la mort, il porte ce même sourire obsédant.
C'est comme si la performance ne se terminait jamais. Lestrade souffla, les mains posées sur ses hanches. Un masque et un peu de suie ne me disent pas qui lui a mis le couteau, Holmes. Nous avons besoin de preuves solides, des empreintes digitales, des témoins, un mobile. Holmes se tourna vers l'inspecteur, ses yeux gris brillants. Vous savez aussi bien que moi, Lestrade, qu'il ne s'agit pas d'un meurtre ordinaire. Celui qui a fait cela voulait plus que la vie de Cartwright. Il voulait un récit, une pièce verrouillée, un masque caché, l'absence même d'indices conventionnels. Tels sont les outils d'un conteur. Notre tâche est de déterminer quelle histoire le meurtrier essaie de raconter et pourquoi. Le froncement de sourcils de Lestrade s'accentua, mais il n'en dit pas plus. Holmes me tendit le masque avec un regard pointu. « Watson, j'aurai besoin de votre avis à ce sujet plus tard. Pour l'instant, continuons. Nous avons quitté la loge et sommes retournés sur la scène faiblement éclairée où les autres acteurs de Le Fantôme qui rit persistaient en groupes inquiets. Ils ont levé les yeux à notre approche, leurs visages pâles, leurs expressions méfiantes. Holmes prit un moment pour les étudier, son regard balayant le groupe comme le faisceau d'une lanterne dans le brouillard. Le directeur, un homme nommé M. Algernon Mills, s'avança, son visage fleuri bordé d'inquiétude. « Inspecteur Lestrade, je vous l'assure, nous avons dit aux agents tout ce que nous savons. Le pauvre Henry était un ami cher pour nous tous. Personne ici ne lui souhaiterait du mal. Néanmoins, intervint Holmes avec douceur, vous nous pardonnerez si nous posons quelques questions supplémentaires. La vérité réside souvent dans les détails. » Mills déglutit difficilement et hocha la tête. Holmes fit un geste vers une jeune femme qui se tenait à l'écart des autres, serrant fermement un châle autour de ses épaules. « Manqué, Clara, balbutia-t-elle. Clara Ingram, je jouais l'ingénue dans la production. » Holmes inclina la tête. « Mademoiselle Ingram, y a-t-il eu des tensions parmi les acteurs ces dernières semaines? Des différends avec M. Cartwright ?» Clara hésita, jetant un coup d'œil vers Mills, qui lui fit un léger signe de tête. « Il y a eu quelques désaccords, a-t-elle admis. Henry avait été... Eh bien, il avait du caractère. Il voulait que les projecteurs soient pour lui seul et se heurtait souvent au reste d'entre nous. Mais je ne pense pas que quiconque le détestait assez pour... » Sa voix faiblit, et elle baissa les yeux. Holmes sourit faiblement. « Je comprends. Et dites-moi, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel la nuit du meurtre? Des étrangers qui rôdaient, ou des bruits étranges pendant la représentation ?» Le front de Clara se plissa. « Il y a eu un bruit. Au cours du deuxième acte, juste avant la scène où Henry fait sa grande entrée, j'ai cru entendre quelque chose, comme un léger chuchotement venant des coulisses. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. » Holmes hocha la tête, le regard pensif. « Merci, Miss Ingram. Ce sera tout pour le moment. » Holmes a poursuivi ses enquêtes, parlant brièvement avec les autres membres de la distribution et les machinistes. De chacun, il a glané des fragments d'informations. Un accessoire égaré, une silhouette inconnue repérée près de la porte arrière, une odeur particulière de fumée persistant dans les coulisses. Rien de tout cela n'était concluant, mais chaque pièce ajoutait une autre couche au puzzle. Alors que nous quittions le théâtre, Holmes
était inhabituellement calme. Il alluma sa pipe, la fumée s'enroulant autour de ses traits acérés alors qu'il regardait au loin. J'ai attendu, patiemment, sachant que son esprit travaillait dur, passant au crible les détails, assemblant les pièces. Enfin, il parla. « La porte verrouillée est une fausse piste », a-t-il déclaré. Une distraction délibérée destinée à nous concentrer sur la loge elle-même. Mais la vraie réponse se trouve ailleurs, dans les coulisses, Quelqu'un voulait nous faire croire que le meurtre de Cartwright était un événement simple et autonome. Mais les chuchotements, la suie, le masque caché suggèrent un plan bien plus complexe. Quel genre de plan? J'ai demandé. Holmes sourit faiblement. C'est, mon cher Watson, ce que nous devons déterminer. Le décor est planté, les acteurs sont rassemblés et les indices sont dispersés. Il est maintenant temps pour le détective d'entrer sous les projecteurs et de découvrir la vérité. 3. L'indice taché de suie au moment où nous sommes retournés. À Baker Street, le soleil de l'après-midi se couchait déjà, projetant de longues ombres qui se glissaient à travers les fenêtres de notre salon. Holmes était resté silencieux tout au long du trajet en taxi, son profil pointu tourné vers la vitre, ses yeux gris ne voyant pas. Il était désormais assis sur sa chaise habituelle, une jambe croisée sur l'autre, le masque de porcelaine en équilibre délicat dans ses mains. « Watson, » dit-il soudain, brisant le silence, « il y a des moments où la solution à un mystère ne réside pas dans l'évidence, mais dans le minuscule, l'oublié. » J'ai déposé la pile de notes que j'avais prise au théâtre. Et quel minuscule! Détail a retenu votre attention. Holmes rapprocha le masque de la lumière, son regard attentif. Suis. Oui. Il tapota le ruban noir attaché au masque. Ce ruban n'est pas simplement effiloché, il est brûlé. Regardez attentivement. Je me suis approché et je l'ai vu immédiatement. Les bords du ruban portaient une légère marque de brûlure, comme s'il avait été exposé à une flamme. Brève mais intense. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai demandé. Holmes se pencha en arrière, les doigts retroussés. Cela suggère que le tueur se trouvait dans un endroit où le feu a joué un rôle, peut-être dans les coulisses, près des becs à gaz utilisés pour éclairer le décor, ou encore près du rideau coupe-feu de la scène. La suie sur le sol. De la loge, combinée au ruban brûlé, indique un environnement très particulier. J'ai réfléchi à cela pendant un moment. Ensuite, le meurtrier a probablement traversé ces zones avant d'entrer dans le vestiaire. Mais comment ont-ils pu s'échapper? La porte était verrouillée de l'intérieur et personne n'a vu personne sortir. Holmes sourit faiblement. Ah, Watson, c'est le nœud du puzzle. Pour s'échapper sans être vu, il faut emprunter un itinéraire que personne ne regarde. Le lendemain matin, nous sommes retournés au théâtre de l'Élysée sous prétexte de mener des enquêtes complémentaires. Les acteurs et l'équipe étaient encore sous le choc de la mort de Cartwright, leur routine perturbée, leurs chuchotements parcourant les couloirs sombres comme des fantômes inquiets. Holmes ne nous a pas conduits aux loges, mais aux coulisses, où les cordes et les poulies du système de mouches se dressaient comme une grande toile au-dessus de la scène. L'air ici était plus frais, teinté de l'odeur du vieux bois et des tissus légèrement roussis. Un machiniste s'arrêta dans son travail alors que Holmes approchait. « Excusez-moi, » dit poliment Holmes.
Pourriez-vous me dire si le fly... Loft était utilisé pendant la représentation? L'homme s'est gratté la tête. Eh bien, nous avons modifié quelques gouttes pour le deuxième acte en apportant la toile de fond du cimetière pour l'entrée du fantôme qui rit. Mais après cela, les cordes sont restées telles quelles jusqu'à ce que le rideau tombe. Holmes hocha la tête. Et est-il courant que l'équipage accède au flyloft pendant la représentation? Non, sauf s'il y a un problème avec le décor, a répondu le machiniste. Ce n'est pas vraiment un endroit facile d'accès. Seuls les monteurs y montent. Holmes le remercia et me fit signe de le suivre. Nous montâmes l'escalier étroit et grinçant qui menait à la galerie à mouches. Plus nous montions haut, plus je comprenais le défi de se déplacer dans cet espace sans être remarqué. La galerie était faiblement éclairée, l'air était épais de poussière, et les étroites passerelles en bois offraient une assise précaire. Holmes s'accroupit au fond de la galerie et inspecta l'une des cordes. Il passa ses doigts sur toute sa longueur, puis renifla l'air. « Est-ce que tu sens ça, Watson ?» J'ai hésité. Il y avait quelque chose de faible, une saveur âcre et chimique qui me chatouillait le nez. « Oui, c'est faible, mais c'est là. » Holmes hocha la tête. « Il s'agit d'un résidu d'une flamme contrôlée. Pas un feu, remarquez, mais quelque chose qui s'est allumé intentionnellement, peut-être un petit appareil ou même un accessoire, qui a été trafiqué pour un effet dramatique. Quoi qu'il en soit, il a laissé une trace que la plupart des gens ignoreraient. Alors que nous descendions de la galerie à mouches, l'expression de Holmes était celle d'une tranquille satisfaction. L'itinéraire du meurtrier devient plus clair, Watson. Ils ont utilisé le flyloft pour accéder à la loge par le haut. Un monteur expérimenté, ou quelqu'un connaissant le fonctionnement des coulisses du théâtre, aurait pu descendre directement dans la loge, commettre le meurtre, puis revenir par le même chemin. Au moment où le corps serait découvert, il serait de retour parmi les acteurs et l'équipe, leur présence étant totalement banale. « Mais qu'en est-il du masque ?» j'ai demandé. « Pourquoi le laisser derrière ?» Holmes sourit. « Une carte de visite, Watson, une fioriture délibérée pour renforcer le récit. Notre tueur ne se contente pas de mettre fin à une vie, il élabore une histoire. Le masque, la porte verrouillée, l'absence de témoins, tels sont les outils d'un conteur. Et ils veulent que nous suivions l'histoire étape par étape jusqu'à ce que nous arrivions à la conclusion souhaitée. » Avant de quitter le théâtre, Holmes a demandé un moment avec le réalisateur, Monsieur Algernon Mills. Le visage fleuri de l'homme semblait encore plus rouge qu'auparavant, son front humide de sueur. Il jouait avec sa montre à gousset pendant que Holmes parlait. « Monsieur Mills, » commença Holmes, « depuis combien de temps l'Elysium fonctionne-t-il » Le fantôme qui rit. « Près d'1 an, » a répondu Mills. C'était le plus grand succès de Cartwright. Le public l'adorait. Sa performance a attiré les foules soir après soir. Et y a-t-il eu des incidents pendant cette période? Des accidents inexpliqués? Des mésaventures particulières? Mills hésita, son regard se détournant. Il y en a eu 1 ou 2. Des choses mineures, un bec de gaz qui s'est éteint. Inopinément, un morceau de décor qui est tombé, un costume qui a disparu. Mais rien de vraiment alarmant. Une superstition théâtrale, vous comprenez. En effet, dit Holmes avec un léger sourire,
superstition théâtrale. Mais dites-moi, monsieur Mills, y a-t-il quelqu'un qui semblait trop investi dans la performance de Cartwright? Quelqu'un qui prêtait trop d'attention à chacun de ses mouvements? Mills ouvrit la bouche pour répondre, puis fit une pause. Il y avait un homme, un admirateur, je suppose, toujours au premier rang lors de la soirée d'ouverture, toujours attardé à la porte de la scène. Mais je ne me souviens pas de son nom. Un grand garçon. Il portait un pardessus gris et un chapeau noir. Holmes hocha la tête, les yeux brillants. Ça fera l'affaire. Merci. Alors que nous quittions à nouveau le théâtre, je ne pus m'empêcher de ressentir un malaise grandissant. Les indices s'accumulaient, les pièces du puzzle s'assemblaient. Mais quelle image formerait-il? Holmes marchait devant moi, son manteau légèrement gonflé par la brise. Le masque, la suie, les murmures dans les ailes. Tous ces fils s'entrelaçaient selon un motif que lui seul pouvait voir. Je ne pouvais qu'espérer que ce modèle révélerait le tueur avant qu'une autre vie ne soit perdue. Acfé, l'observateur silencieux. Après notre deuxième visite au théâtre Elysium, l'humeur de Holmes est devenue encore plus introspective. Il a arpenté le salon de Baker Street pendant des heures, s'arrêtant de temps en temps pour prendre une note ou pour faire référence à un volume bien usé de sa collection. Je savais qu'il valait mieux ne pas l'interrompre pendant ces moments-là. Son esprit était en avance sur toute question que je pourrais poser. Tard dans la soirée, les preuves que nous avions rassemblées étaient disposées sur la table. Le masque en porcelaine, le ruban taché de suie, Mes notes sur les déclarations des acteurs et un schéma du système anti-mouche que Holmes avait dessiné de mémoire. Holmes se tenait devant tout cela, silencieux, son regard passant d'une pièce à l'autre. Le tueur avait accès à la galerie. Des mouches connaissaient la disposition du vestiaire et a délibérément laissé un masque comme symbole, a-t-il finalement déclaré. Pourtant, rien de tout cela n'explique pourquoi. Pourquoi quelqu'un irait-il aussi loin, non seulement pour tuer Henry Cartwright, mais aussi pour mettre en scène le meurtre d'une manière aussi élaborée? Serait-ce une vengeance? J'ai proposé. Peut-être que Cartwright a fait du tort à quelqu'un dans le passé. Holmes secoua la tête. La vengeance à elle seule n'exigerait pas une telle théâtralité. S'il ne s'agissait que d'une rancune, le tueur aurait pu frapper, à tout moment, n'importe où. Au lieu de cela, ils ont choisi de le tuer dans le seul endroit où la scène et la réalité sont les plus étroitement liées, la loge du fantôme qui rit. Il y a une signification plus profonde dans ce choix, un message qu'il souhaite transmettre. Il se tourna brusquement et commença à fouiller dans sa pile de livres. Il y a une réponse ici, Watson. Une réponse qui m'échappe. Quelque chose dans le passé de Cartwright, dans la pièce elle-même ou dans l'histoire du théâtre qui éclairerait le motif. J'étais sur le point de répondre quand le son de la sonnette m'a interrompu. Quelques instants plus tard, Madame Hudson est apparue, l'air légèrement troublé. « L'inspecteur Lestrade est là pour vous voir, monsieur Holmes, » annonça-t-elle. « Lestrade ?» Holmes se redressa. « Quelle nouvelle ?» L'inspecteur entra, l'air sombre. « Un autre message, Holmes. »« Livré. Au théâtre ce soir, il vous est adressé. » Il lui tendit une simple enveloppe. Holmes l'ouvrit avec précaution, en retirant une seule feuille de papier.
Le message, écrit en lettres majuscules soignées, disait « Au grand détective, le deuxième acte est en cours. Pouvez-vous empêcher ?» Le rideau de tomber sur le final? Les yeux de Holmes se plissèrent. Pas de signature? Pas de menace directe? Mais une indication claire que notre tueur nous surveille. Regardez, répétai-je. Tu veux dire qu'ils savent que nous enquêtons? Holmes hocha la tête. Pas seulement ça, Watson, ils veulent que nous continuions. Cette note est une invitation, un défi. Le tueur me met au défi de résoudre son énigme avant de frapper à nouveau. La note a ravivé la détermination de Holmes. Il revint au théâtre Elysium le lendemain matin, cette fois avec une série de questions précises en tête. Les acteurs et l'équipe, déjà fatigués par les interrogatoires précédents, ont répondu à contre-cœur, les nerfs à vif sous le poids des soupçons. Mais c'est le réalisateur, Algernon Mills, qui a donné à Holmes le fil conducteur qu'il cherchait. Il y avait un homme, a admis Mills après de nombreuses insistances. Un vieux machiniste qui travaillait ici il y a des années. Il a été Licencié après quelques incidents malheureux? Quel genre d'incident? Demanda Holmes d'une voix calme mais insistante. Mills bougea inconfortablement. Il a été accusé d'avoir altéré les décors, provoquant des accidents. Une fois, un bec de gaz a explosé, manquant de peu l'un des acteurs. Une autre fois, une partie du sol de la scène a cédé lors d'une répétition. Personne n'a été blessé, mais il a suffi à la direction de le laisser partir. Est-ce que cet homme avait un nom? Insista Holmes. Mills hésita, puis dit « Son nom était Charles Fell, mais personne n'a eu de ses nouvelles depuis des années. Il a disparu après avoir été licencié. » Le regard de Holmes se fit plus aigu. « Et personne n'a pensé à en parler plus tôt ?» Mills écarta les mains, impuissant. « C'était il y a si longtemps, et il n'a jamais semblé dangereux. Juste amer. La plupart des jeunes acteurs ne sauraient même pas qui il était. » Le nom de Charles Fell a envoyé Holmes sur une nouvelle voie. De retour à Baker Street, il commença à se pencher sur d'anciens dossiers et archives de journaux à la recherche de traces de l'homme. J'ai fait ce que je pouvais pour aider, même si je me suis retrouvé de plus en plus impressionné par la capacité de Holmes à passer au crible des volumes d'informations et à saisir les moindres détails. « Ici, » dit Holmes après des heures de lecture. Il a extrait un extrait d'un ancien numéro de l'Illustrated London News. L'article décrivait un incendie qui avait endommagé une partie du théâtre Elysium près d'une décennie plus tôt. La cause n'a jamais été déterminée, mais l'article mentionnait qu'un machiniste avait été licencié peu de temps après. Le nom de Charles Fell n'est apparu qu'une seule fois, enfoui dans un paragraphe sur les changements de personnel. Cet incendie s'est produit peu de temps avant le licenciement de Fell, a expliqué Holmes. Si on lui imputait l'accident, il aurait eu toutes les raisons d'en vouloir au théâtre et à ceux qui ont réussi là où il a échoué. Mais c'était il y a des années, dis-je. Pourquoi frapper maintenant? Holmes se tourna vers le masque en porcelaine, toujours posé sur la table. Peut-être que le timing n'est pas aussi aléatoire qu'il y paraît. Le fantôme riant a fait connaître Cartwright. Son étoile est montée avec cette production.
Si Fell considérait Cartwright comme l'incarnation du théâtre qu'il avait chassé, le succès de la pièce aurait pu raviver de vieilles haines. J'ai froncé les sourcils. Et le masque? La pièce fermée à clé? La suie? Les lèvres de Holmes se courbèrent en un mince sourire. « Ah, Watson, nous ne devons pas oublier que Fell était un machiniste. Il vivait dans un monde de cordes, de poulies et de trappes. Le masque et la pièce verrouillée ne sont pas que des symboles, ils sont des accessoires dans un spectacle plus vaste. Et la suie, comme nous l'avons déjà déduit, relie le crime à la mouche. » Le sourire de Holmes s'effaça, remplacé par une expression plus sérieuse. Fell a attendu des années pour livrer son dernier acte. La question maintenant est de savoir comment il compte mener la pièce à son terme, et si nous pouvons l'arrêter avant qu'il ne le fasse. À la tombée de la nuit, Holmes se leva brusquement de sa chaise. « Watson, va chercher ton manteau. Nous retournons à l'Élysée. Je me suis dépêché d'obtempérer, même si je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Qu'espérez-vous trouver ?» Holmes ajusta son écharpe. Réponse. La scène est silencieuse maintenant, mais le passé persiste. Si Fell a laissé une trace de son plan, elle sera là, cachée parmi les ombres du théâtre. Espérons que nous la trouverons avant que le rideau ne tombe sur une autre vie. Sur ce, nous sommes sortis dans les rues brumeuses de Londres, le poids du mystère pesant sur nous pendant que nous marchions. Le théâtre attendait, et avec lui, le prochain acte de la sombre performance du tueur. Le théâtre de l'Élysée restait immobile sous le regard pâle de la lune. Son extérieur, autrefois vibrant, orné d'affiches décolorées, semblait s'affaisser sous le poids de ses sombres secrets. Holmes et moi sommes entrés par la porte latérale, un agent posté, à proximité nous faisant signe de la tête. À l'intérieur, le silence était lourd, brisé seulement par les légers craquements du vieux bâtiment s'installant dans la nuit. Holmes s'avançait avec détermination, son profil pointu se détachant sur la faible lumière, filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses du théâtre. Nous avons dépassé la scène vide, ces planches désormais dépouillées des performances animées qu'elles accueillaient autrefois. La galerie à mouches, au-dessus, se profilait comme un réseau suspendu d'ombre et de cordes. Vous croyez que Fell se cache ici? Ai-je demandé alors que nous montions un escalier étroit vers les coulisses. « Pas nécessairement ici, Watson, » répondit Holmes, la voix basse mais ferme. « Mais son histoire est gravée dans cet endroit. Les faibles traces qu'il a laissées, les choix qu'il a faits dans la mise en scène de ce meurtre, tout cela témoigne d'une connaissance intime de l'Élysée. Il le connaît comme sa seconde maison. » Nous atteignîmes la galerie à mouches, où Holmes s'arrêta, son regard perçant balayant l'étendue sombre. J'ai suivi son exemple. Même si les formes sombres des cordes et des contrepoids semblaient toutes identiques à mon œil non averti, Holmes s'avança, accroupi près d'une rangée de mécanismes à poulies, ses doigts effleurant le plancher. « Voyez-vous cela, Watson ?» il a demandé. J'ai regardé de plus près et j'ai remarqué une légère ligne gravée dans le bois. À première vue, il s'agissait peut-être d'une égratignure causée par des années d'usure, mais en l'étudiant plus attentivement, j'ai vu qu'elle formait une courbe délibérée, une forme de croissant, à peine perceptible. Une marque laissée par un outil. J'ai deviné, pas seulement un outil, murmura Holmes, un type particulier de lame,
Une lame souvent utilisée par les monteurs de scène pour couper les cordes avec rapidité et précision. La courbe en croissant est caractéristique du couteau. D'un monteur. Fell aurait porté un tel couteau, et nous avons ici la preuve qu'il a été utilisé récemment. Je me redressai, prenant conscience du poids de la déduction de Holmes. Puis Fell était là, après le meurtre de Cartwright. Ou peut-être juste avant, dit Holmes en se levant de toute sa hauteur. Le timing est crucial. Nous devons déterminer à quelle date cette marque a été faite et si elle coïncide avec la nuit du crime. Si c'est le cas, cela place Fell dans la galerie à mouches au moment du meurtre, et de là, il aurait pu facilement descendre dans le vestiaire et revenir sans être vu. Tandis que Holmes poursuivait son examen de la galerie, une nouvelle pensée me vint à l'esprit. « Holmes, vous avez mentionné plus tôt que Fell aurait pu emprunter un itinéraire que personne ne regardait. Si la galerie à mouches était son point d'entrée, comment l'aurait-il atteint sans être remarqué par les acteurs ou l'équipe ?» Holmes fit une pause, réfléchissant à ma question. Il tapota un doigt contre ses lèvres. « Un excellent point, Watson. La galerie n'est pas facilement accessible depuis les loges ou les ailes. La plupart des machinistes utiliseraient les escaliers principaux qui sont toujours en vue. Fell, cependant, aurait connu des itinéraires alternatifs. » Il désigna l'autre côté de la galerie où une petite échelle branlante menait à l'obscurité. « Il y a un loft de maintenance juste au-dessus d'ici, un endroit où les machinistes stockent le matériel et les accessoires de réparation. Il est rarement utilisé, et rares sont ceux qui se souviennent encore de son existence. » De là, Fell aurait pu descendre directement dans la galerie à mouches, contournant entièrement les principaux points d'accès. « Alors nous devons l'examiner, » dis-je, même si je sentais un frisson me parcourir le dos à l'idée de grimper dans un espace aussi sombre et oublié. Holmes hocha la tête. En effet, les mouvements du tueur seront gravés dans la poussière et les ombres. Nous gravissons, l'échelle avec précaution, le bois craquant sous notre poids. L'air est devenu plus froid à mesure que nous montions, et une légère odeur de fumée et de tissu vieilli nous a accueillis lorsque nous sommes entrés dans le loft de maintenance. L'espace était exigu, rempli de vieux décors, d'accessoires cassés et de rouleaux de cordes. Une seule lanterne recouverte de poussière était suspendue au chevron, projetant une lumière faible et vacillante. Holmes se déplaçait avec la précision d'un homme revenant sur ses pas invisibles. Ses yeux allaient du plancher aux étagères, ses mains effleurant les toiles d'araignée et passant au crible les vestiges d'une époque révolue. Je suis resté près de moi, le calme m'envahissant. Chaque craquement et murmure de mouvement me mettait les nerfs à rude épreuve. « Tiens !» dit soudain Holmes, brandissant une longueur de corde. Son extrémité était effilochée et noircie, comme si elle avait été brûlée. Cela ne faisait pas partie du paysage. Il a été coupé délibérément et probablement utilisé comme moyen de descente. Il a examiné la corde attentivement avant de me la tendre. Remarquez les marques de brûlure, Watson. Elles correspondent à la suie que nous avons trouvée dans le vestiaire et sur le ruban. Et puis, Fell était là, dis-je, avec la certitude de l'avoir compris. Il a utilisé ce loft comme lieu de rassemblement. Il semblerait que ce soit... le cas, répondit Holmes. Mais nous devons encore comprendre pourquoi.
L'acte de meurtre à lui seul n'explique pas la mise en scène élaborée, le masque, la porte verrouillée. Ce sont les actes d'un homme motivé par quelque chose de plus profond que la colère. Peut-être un désir de reconnaissance, un besoin de faire ses preuves. Alors que nous descendions du loft, mon esprit se tourna vers les paroles de Holmes. Reconnaissance. Faire ses preuves. L'idée que Fell voyait cela comme plus qu'un meurtre, qu'il s'agissait d'une performance, jetait une lumière sinistre sur tous les indices que nous avions découverts. Le masque, la suie, la voie de sortie calculée, tout cela indiquait un tueur qui voulait être vu, qui voulait que ses actes soient compris comme un chef-d'œuvre de tromperie. Lorsque nous sommes revenus au rez-de-chaussée, Holmes s'est arrêté, les yeux plissés. Watson, je crois que la scène elle-même détient la clé des motivations de Fell. Le fantôme qui rit était le plus grand rôle de Cartwright, le couronnement de sa carrière. Si Fell faisait autrefois partie du monde de ce théâtre, et s'il se sentait éclipsé ou rejeté, il se considérerait peut-être comme le véritable fantôme de l'Élysée, celui qui tire les ficelles de l'ombre. J'ai froncé les sourcils. Mais pourquoi tuer Cartwright maintenant? Pourquoi ne pas frapper dès la première de la pièce? L'expression de Holmes s'assombrit. C'est la question à laquelle nous devons répondre avant que cette représentation n'atteigne son acte final. Et sur ce, il se tourna vers la scène, ses pas résonnant doucement dans le théâtre muet. Seize. Le retour d'un fantôme Holmes passa la journée suivante, cloîtré dans notre salon, ses longs doigts repliés sous son menton, ses yeux perçants, Fixé sur le feu. Il était inhabituellement immobile, ne parcourant pas ou ne fouillant pas les documents comme il le faisait habituellement lorsqu'il examinait une affaire. Je m'occupais de mes notes, mais le silence me pesait. Il ne s'agissait pas du calme réconfortant d'un objectif commun, mais du silence lourd et oppressant qui suit la prise de conscience d'une vérité désagréable. Enfin, Holmes remua. « Watson, dit-il d'une voix basse, ce que nous recherchons. » N'est pas simplement un homme, c'est une idée. J'ai levé les yeux, incertain de ce qu'il voulait dire. Le fantôme qui rit, a poursuivi Holmes, est un personnage qui se nourrit de mystère, de peur et de surprise. C'est une présence qui existe autant dans l'esprit que sur scène. Notre tueur a adopté ce personnage non pas pour se cacher, mais pour se transformer en quelque chose de plus que mortel. En laissant derrière lui ce masque, en tuant Cartwright dans la pièce même où il est devenu le fantôme, le meurtrier essaie de devenir le fantôme en réalité. J'ai froncé les sourcils. Mais pourquoi irait-on aussi loin? Personne ne croit vraiment qu'il peut devenir un personnage de fiction. Holmes pencha la tête, réfléchissant. Peut-être pas. Mais ils peuvent croire qu'en invoquant le fantôme, ils peuvent exercer le même contrôle, inspirer la même peur et finalement atteindre une forme d'immortalité. Pour le tueur, ce n'est pas un simple crime, c'est une performance, un spectacle dans lequel il tire sa révérence finale. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée d'un messager, un garçon qui fourra une enveloppe scellée entre les mains de Holmes avant de s'enfuir dans le brouillard. Holmes l'ouvrit aussitôt. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier portant les lettres majuscules désormais familières. « Le rideau se lève. Retrouvez-moi à l'Élysée ce soir. » Holmes étudia la note avec un léger sourire. « Ah, Watson, il semble que notre insaisissable Ghost souhaite faire tomber la maison. » J'ai ressenti un frisson.
tu n'as pas sérieusement l'intention de les rencontrer seuls. Pas seuls, dit Holmes doucement. Vous et Lestrade serez à proximité. Mais je soupçonne que le tueur veut un public. Ils n'agiront pas sans un. Le théâtre Elysium était sombre et silencieux lorsque nous sommes arrivés ce soir-là. Lestrade avait amené un petit groupe de gendarmes qui attendaient discrètement dans les coulisses, leurs pas étouffés par les lourds rideaux. Holmes se dirigea vers le centre de la scène, sa grande silhouette se détachant sur la faible lueur d'une seule lampe à gaz. « Watson, » dit-il doucement, « tenez-vous sur le côté, hors de vue. J'ai besoin que vous observiez attentivement. » J'obéis, prenant position près des coulisses où je pouvais voir clairement la scène, tout en restant caché. Lestrade et ses hommes se mirent également en position, des ombres silencieuses attendant le signal de Holmes. Pendant plusieurs minutes, rien ne s'est passé. Le silence était absolu, l'air chargé d'impatience. Et puis, sans avertissement, Un léger son nous parvint, un rire sourd et moqueur qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. c'était le rire du fantôme, étrange et creux, qui résonnait dans le théâtre vide. Holmes ne broncha pas. « Je vois que vous avez fait votre entrée, » cria-t-il dans l'obscurité. « Devons-nous renoncer au théâtre et parler clairement ?» Rire s'estompa, remplacé par une voix. « Sherlock Holmes, le grand détective. » J'ai attendu ce moment depuis longtemps. Une silhouette apparut dans la lumière. Un homme vêtu d'un long manteau, le visage masqué par un masque identique à celui laissé dans la loge de Cartwright. Dans sa main, il tenait une petite lame qui brillait faiblement dans la pénombre. Holmes resta calme. « Charles Fell, je présume. » Le personnage inclina la tête. « Si tel est le nom que vous souhaitez utiliser, qu'il en soit ainsi. » Le ton de Holmes était toujours aussi froid. « Vous avez orchestré tout cela, le meurtre, les notes, les invitations, pour que nous nous rencontrions d'ici, sur cette scène. Pourquoi ?» L'homme rit. « Parce que c'est ici que tout a commencé. Cette scène, ce théâtre, c'était mon domaine bien avant Cartwright, ou Mills, ou n'importe lequel d'entre eux. Ils me l'ont pris. Ils m'ont chassé. Mais je suis le fantôme de l'Élysée, et je suis revenu pour réclamer ce qui m'appartient. » Holmes hocha la tête pensivement. « Et donc, vous avez tué Henry Cartwright pour annoncer votre retour. Mais vous auriez pu vous arrêter là. Pourquoi cette performance? Pourquoi le masque, les notes, les rires? » Parce que, dit l'homme en élevant la voix, il ne suffit pas de tuer. Il faut voir le fantôme, il faut se souvenir. Je ne suis pas un homme à oublier, je suis une légende. Les yeux de Holmes se plissèrent. Une légende qui se termine ce soir. Il leva la main et aussitôt Lestrade et ses agents sortirent des coulisses, leurs revolvers dégainés. L'homme se raidit, sa lame étincelant alors qu'il se tournait vers les agents. « Arrêt !» ordonna Holmes. « Si vous souhaitez vraiment qu'on se souvienne de vous, monsieur Fell, ne terminez pas cela par une effusion de sang. Rendez-vous maintenant et votre histoire sera racontée. Combattez et vous ne serez rien de plus qu'un simple tueur. » Pendant un instant, il sembla que Fell allait se précipiter. Mais ensuite, la lame a glissé de ses doigts et a heurté le sol de la scène. Le masque suivit, révélant un visage maigre et creux. L'homme qui s'était fait appeler le fantôme riant
ressemblait désormais beaucoup au machiniste brisé qu'il était autrefois. Lestrade se déplaça rapidement, menottant les mains de Fell. Holmes restait debout au centre de la scène, le regard fixé sur l'homme. « Votre performance est terminée, » dit-il doucement. « Mais la vérité de votre histoire perdurera. » 7. Un dernier tournant, il était bien plus de minuit lorsque nous retournâmes à Baker Street, les événements de la soirée étant encore en suspens. Holmes s'assit près du feu, sa pipe à la main, mais pour une fois, il ne l'alluma pas. Il regarda les braises, ses longs doigts tapotant le bras de son fauteuil selon un rythme lent et rythmé. Les hommes de l'estrade avaient arrêté Charles Fell et, avec son arrestation, le danger immédiat semblait avoir disparu. Pourtant, Holmes n'avait pas l'air triomphant. Au contraire, il semblait instable. Son esprit était toujours en train de parcourir les détails, sondant toujours les bords de l'affaire, à la recherche de quelque chose d'inédit. « Holmes, ai-je hasardé après un long silence. Vous avez l'homme, l'épreuve, le mobile. Qu'y a-t-il de plus à découvrir ?» Les yeux de Holmes se tournèrent vers moi, vifs et perçants. « La vérité, Watson, la vérité entière. Quelque chose dans cette affaire sonne encore faux. J'ai cligné des yeux. » « Faux? De quelle manière ?» Il se leva brusquement et se dirigea vers la table où reposait le masque de porcelaine, à côté des autres éléments de preuve que nous avions rassemblés. Considérez la séquence des événements, le renvoi de Fell du théâtre, son amertume, son retour pour commettre ce meurtre. Tout cela indique un homme cherchant à se venger, un homme poussé à récupérer ce qu'il croit lui avoir été pris. Mais il y a un courant sous-jacent plus profond, une couche de manipulation qui suggère que Fell n'agissait pas seul. « Vous n'agissez pas seul ?» répétai-je, sentant un frisson me parcourir les os. Holmes ramassa le masque et le tourna lentement entre ses mains. « Réfléchissez, Watson. Fell était doué dans la mécanique de la scène, mais il n'était pas un cerveau. Il lui manquait l'intellect, la précision, pour créer un récit aussi soigneusement construit. Quelqu'un l'a guidé, influencé, ou peut-être même l'a contraint à jouer son rôle. Mais qui aurait une telle influence sur Fell ? J'ai demandé. Et dans quel but ? Holmes posa le masque et me fit entièrement face. C'est, mon cher Watson, ce que nous devons maintenant découvrir. Si nous voulons vraiment clore cette affaire, nous devons trouver la main derrière le fantôme. Le lendemain matin, Holmes et moi sommes repartis, cette fois vers le commissariat de police où Fell était détenu. Lestrade nous a accueillis dans son bureau, son expression toujours marquée par la tension de l'affaire. « Vous êtes venu voir Fell ?» demanda Lestrade. « En effet, » répondit Holmes, « il y a des questions auxquelles lui seul peut répondre. » Lestrade hocha la tête et nous conduisit vers une petite salle d'interrogatoire où Fell était assis, les mains enchaînées à la table. L'homme avait l'air plus âgé maintenant, ses épaules voûtées et ses yeux enfoncés. Le défi qui avait alimenté sa théâtralité sur scène avait disparu, ne laissant plus qu'une coquille d'homme. Holmes s'assit en face de lui. « Monsieur Fell, » commença-t-il d'un ton calme et mesuré, « les preuves contre vous sont claires. Vous êtes entré à l'Élysée, vous avez mis en scène la scène du crime et vous avez tué Henry Cartwright. Ce que j'ai besoin de savoir maintenant, c'est qui vous a incité à cela. » Fell cligna des yeux. Ses lèvres se contractèrent, comme s'il voulait parler, mais ne trouvait pas les mots. « Vous avez été renvoyé du théâtre il y a des années, » a poursuivi Holmes.
De toute évidence, vous êtes tombé dans l'obscurité, mais soudain, vous revenez, armé d'un plan bien plus complexe que tout ce que vous auriez pu imaginer par vous-même. Quelqu'un connaissait votre rancune, quelqu'un a vu votre amertume et vous a utilisé à son avantage. Qui était-ce? La voix de Fell était à peine un murmure. « Tu penses que je suis une marionnette ?»« Je pense que vous avez été joué, » dit Holmes fermement. « Et à moins que vous ne me disiez qui a tiré les ficelles, vous supporterez seul tout le poids de ce crime. » Pendant un instant, Fell ne dit rien, puis il rit, un son creux et amer qui me fit frissonner le dos. « Vous pensez tout savoir, monsieur Holmes, mais ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez même pas voir le vrai fantôme. » « Le vrai fantôme ?» ai-je demandé, perplexe. Holmes se pencha en avant. « Que veux-tu dire, Fell ?»« Parle clairement. » Le regard de Fell se posa sur celui de Holmes et, pour la première fois, je vis une lueur de peur dans ses yeux. « Le fantôme de l'Élysée, ce n'est pas moi. C'est celui qui n'est jamais parti. Celui qui regarde depuis l'ombre, qui vous chuchote à l'oreille, jusqu'à ce que vous croyiez à ses mensonges. »« OMS ?» demanda Holmes d'une voix aiguë. « Donnez-moi un nom. » Fell secoua la tête, son rire se transformant en une toux rauque. « Vous ne les trouverez jamais. Ils font partie du théâtre lui-même. Ils l'ont toujours été et le seront toujours. » Holmes se leva brusquement, l'expression tendue. « Si vous ne me donnez pas de nom, alors je dois le trouver moi-même. Watson, nous partons. » À l'extérieur de la gare, j'ai eu du mal à comprendre les paroles de Fell. Que voulait-il dire, Holmes? Celui qui n'est jamais parti? La mâchoire de Holmes était serrée, son regard fixé droit devant lui. La peur de Fell était... Réelle, Watson? C'est ce que j'ai pu voir. Quels que soient ceux qui l'ont influencé, ils sont restés cachés, travaillant dans l'ombre. Et si l'affirmation de Fell est vraie, ils ont des liens avec l'Élysée qui sont plus profonds que nous. L'imaginions. Pensez-vous que cette personne va encore frapper? J'ai demandé. Holmes s'arrêta de marcher et se tourna vers moi, l'expression sombre. Ils ont déjà préparé le terrain pour un autre acte. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se retrouvent sous les projecteurs. Fuite. La présence du fantôme. Notre retour à Baker Street ce soir-là fut discret. Holmes resta silencieux pendant un moment, me laissant démêler en silence les fils emmêlés de l'affaire. La pièce semblait plus petite que d'habitude, remplie du poids des questions sans réponse. J'avais déjà vu Holmes en profonde contemplation, mais cette fois, son intensité était différente, plus froide, plus délibérée. Il ne s'agissait pas simplement de percer un mystère. Il se préparait à affronter un adversaire invisible. Holmes rompit finalement son silence, désignant les preuves disposées sur la table. Le masque, la suie, les notes. Ce ne sont pas de simples indices, Watson. Ce sont des éléments d'une performance soigneusement chorégraphiée par quelqu'un qui comprend l'Élysée mieux que nous ne le pourrions jamais. Tu penses que Fell n'était qu'un pion? J'ai demandé. Holmes hocha la tête. Le rôle de Fell était de préparer le terrain, rien de plus. Ses griefs l'ont rendu malléable et sa connaissance du théâtre l'a rendu utile. Mais le véritable architecte de ce crime reste caché. Alors comment pouvons-nous les trouver? J'ai appuyé. Holmes tapota du doigt la table, en suivant les indications qu'ils nous ont laissées.
Toute cette affaire a été structurée comme une pièce de théâtre, chaque acte se dirigeant vers une grande finale. La clé est d'anticiper la scène suivante. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à nouveau au théâtre de l'Élysée. Le bâtiment se dressait dans la pâle lumière du matin, sa façade toujours aussi silencieuse, et impénétrable. Holmes bougeait avec détermination, son regard aigu analysant chaque détail à notre entrée. À l'intérieur, la scène était calme, l'air chargé d'odeurs de vieux bois et de fumée persistante. Holmes ouvrit la voie vers la galerie. À mouche, d'un pas sûr et délibéré. Il s'arrêta devant l'échelle qui menait au loft de maintenance, son expression étant illisible. « Watson, reste ici, » ordonna-t-il. « Je dois confirmer quelque chose. » Sans attendre de réponse, il monta rapidement dans le loft. J'ai regardé son ombre se déplacer dans l'espace sombre, au-dessus, chacun de ses mouvements étant calculé. Les minutes passèrent dans un silence tendu, jusqu'à ce que Holmes revienne, le visage figé. « Qu'as-tu trouvé » j'ai demandé. « Un vieux cahier, » dit Holmes en brandissant un volume relié en cuir cabossé. « C'est celui de Fell, je suppose. Il contient des notes sur le gréage du théâtre, les réparations des accessoires et, ce qui est le plus intéressant, une série de croquis. Des croquis de quoi? Je me suis penché plus près. Holmes a ouvert le cahier pour révéler des dessins approximatifs de la scène, des loges et de la galerie des mouches. Mais une page ressortait, un schéma détaillé des trappes sous la scène, accompagné de notes sur leur fonctionnement et leur entretien. Des trappes? J'ai fait écho. Mais ceux-ci n'ont pas été utilisés depuis des années. Précisément, a déclaré Holmes. C'est pourquoi ils constituaient la cachette idéale. Fell a peut-être été licencié il y a des années, mais sa connaissance des coins oubliés de l'Élysée était sans précédent. Celui qui l'a guidé devait le savoir. Les trappes offrent un itinéraire qui contourne entièrement les escaliers principaux et les galeries. Si notre véritable coupable se cache dans le théâtre depuis tout ce temps, c'est ainsi qu'il est resté invisible. La théorie de Holmes nous a ramenés à la scène principale. Il examina attentivement le plancher, ses mains effleurant les coutures des vieilles trappes. Je restais là, le regardant travailler, chaque détail absorbant apparemment toute son attention. « Celui-ci, » dit-il finalement en désignant un panneau particulier. « Il a été utilisé récemment. Es-tu sûr » ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Holmes hocha la tête. « Le bois est usé sur les bords et il y a de légères sautes. » Marque des rayures qui correspondent à la lame, utilisée par Fell. Celui qui a ouvert cette trappe l'a fait ces derniers jours. Il se leva, l'expression vive. « Watson, je pense que notre prochaine étape est claire. Nous devons descendre dans les entrailles de l'Élysée. 9. Sous la Seine, nous sommes descendus prudemment dans le monde sombre, sous la Seine de l'Élysée, la trappe en bois se refermant au-dessus de nous. L'air était épais et vicié, dégageant une légère odeur de moisissure et de suie. Holmes portait une lanterne dont la lumière dorée traversait à peine les ombres denses qui s'étendaient dans les coins sombres du ventre, ce qui était autrefois un espace de stockage d'accessoires et d'entretien des mécanismes de trappe ressemblait désormais aux repères cachés d'un fantôme oublié. Holmes
se déplaçait avec détermination, ses yeux perçants scrutant les murs de pierre, les vieilles poutres de support et les piles de matériel de scène abandonnées. Je le suivis, les nerfs exacerbés par le calme suffocant. Chaque pas que nous faisions semblait nous faire écho, donnant l'impression que l'espace était bien plus grand qu'il ne l'était. J'ai aperçu des chaînes rouillées, des poulies cassées et des morceaux de décor en toile déchirés, autant de reliques de la longue histoire du théâtre. « Le voyez-vous, Watson ?» demanda soudainement Holmes à voix basse. « Tu vois ? » ?»« Quoi ?» ai-je demandé, ma propre voix à peine plus forte qu'un murmure. Holmes montra le sol. « Les empreintes ?» J'ai baissé les yeux et j'ai vu de faibles impressions dans la couche de poussière sur le sol en pierre. Ils étaient inégaux et tachés, mais ils formaient un chemin clair dans l'obscurité. « Quelqu'un est venu ici récemment, » murmura Holmes. « Le schéma suggère une claudication, peut-être une blessure du côté gauche. » J'ai suivi la piste des yeux. Elle menait plus profondément dans le dédale de poutres de support et d'alcôves de stockage. « Tu penses que c'est Fell ?»« Douteux, » répondit Holmes. « Fell a été arrêté. Ce doit être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a réussi à rester caché, même après l'arrestation de Fell. Nous avons suivi les traces en silence, le chemin serpentant à travers le dédale de piliers et de vieux équipements de scène. Après plusieurs minutes, le sentier menait à un passage étroit qui semblait avoir été creusé dans la pierre elle-même. Holmes fit une pause avant d'entrer, levant la lanterne plus haut. La lumière révéla une lourde porte en bois au bout du passage, sa surface marquée de rayures et de légères marques de brûlure. Holmes posa la lanterne et s'agenouilla pour inspecter la base de la porte. « Brûlée » dit-il doucement. « Le même résidu que nous avons trouvé sur le ruban. Notre fantôme est là. » Il se leva et poussa prudemment la porte. Les charnières craquèrent, révélant une petite pièce au-delà. C'était un espace étrange et troublant, en partie une salle de stockage, en partie un sanctuaire. Les murs étaient tapissés de vieilles affiches de théâtre, de photographies décolorées et d'accessoires cassés. Au centre de la pièce se trouvait un autel de fortune, dont la surface était recouverte de cire de bougies fondues et de petits fragments de bois calcinés. Holmes entra, son regard balayant le contenu de la pièce. « C'est ici que vit le fantôme, » dit-il, « l'endroit où ils se sont retirés après chaque acte de sabotage, chaque note laissée pour nous narguer. Pourquoi créerait-il quelque chose comme ça ?» ai-je demandé. Ma voix s'est étouffée. « Pour préserver l'illusion, » répondit Holmes, « pour conserver le personnage du fantôme. » En s'entourant des vestiges de l'histoire du théâtre, ils en sont devenus une partie, un personnage plutôt qu'un criminel. Il examina une pile de vieux programmes sur le sol, ses doigts les feuilletant adroitement. « Et voici, » dit-il en levant un doigt, « c'est la connexion que je cherchais. » J'ai regardé le programme. C'était il y a 10 ans, annonçant une première production de Le Fantôme qui rit. Parmi les acteurs, un nom avait été souligné à l'encre noire épaisse, Gérald Marlowe. « Marlowe », répétai-je. Mais je pensais qu'il avait quitté le théâtre il y a des années. « Il l'a fait », a déclaré Holmes. « C'est du moins ce que tout le monde croyait. Mais je soupçonne qu'il n'est jamais vraiment parti. Il est resté dans l'ombre, tirant les ficelles, orchestrant les événements dans les coulisses. Marlowe était plus qu'un acteur.
Il était un maître de l'illusion, un manipulateur de perception. Lorsque Cartwright est devenu célèbre dans le rôle du fantôme qui rit, Marlowe a dû y voir une trahison, un vol du personnage qu'il croyait être le sien. Alors il s'est transformé en le vrai fantôme, dis-je, comprenant enfin. Il a utilisé Fell comme un pion, a mis en scène le meurtre de Cartwright et a laissé des indices pour nous conduire ici. Précisément, a déclaré Holmes. Marlowe voulait créer un héritage qui ne pourrait pas être effacé, mais maintenant, nous avons trouvé son antre, et cela signifie que nous sommes sur le point de mettre fin à sa performance une fois pour toutes. Holmes fouilla la chambre avec un soin méticuleux, examinant chaque morceau de papier, chaque accessoire mis au rebut. Il trouva enfin ce qu'il cherchait, une petite clé en argent cachée sous une pile de vieilles affiches. Il le présenta, à la lumière, l'air pensif. « Qu'est-ce que ça ouvre ?» j'ai demandé. « C'est là, » dit Holmes, « la dernière question. Cette clé doit nous conduire au prochain acte de Marlowe. Et si nous trouvons cela, nous le trouverons. » X. L'arc final. Nous sommes rentrés au théâtre de l'Élysée après minuit, nos pas étouffés par l'épais brouillard qui recouvrait les Rues. Holmes tenait la clé en argent dans une main, d'un pas déterminé et rapide. La découverte de la chambre cachée de Gerald Marlowe avait enlevé la dernière couche du mystère. Désormais, nous savions avec certitude à qui nous avions affaires et où il pouvait se trouver. À l'intérieur du théâtre, l'obscurité semblait plus profonde que d'habitude. La scène restait immobile, comme si elle retenait son souffle. Holmes nous a ouvert la voie dans les coulisses, devant les loges et les accessoires, jusqu'à ce que nous atteignions une petite porte anonyme près de la zone de stockage. Il leva la clé, sa surface captant la faible lumière de ma lanterne. « C'est ici, a-t-il dit. C'est là que se déroulera la dernière représentation de Marlowe. » Il inséra la clé dans la serrure et la tourna avec un léger clic. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant un escalier étroit qui descendait dans les entrailles du théâtre. Je le suivis de près, l'air devenant de plus en plus froid et oppressant à chaque pas. Lorsque nous atteignîmes le bas, Holmes leva la lanterne, éclairant un long couloir au plafond bas, bordé de caisses de stockage et de vieux équipements. Au fond du couloir se trouvait une autre porte plus grande et plus solide que la première. Sa surface était peinte en noir et une faible lueur de lumière s'infiltrait en dessous. Holmes s'approcha lentement, la main tendue vers la poignée de porte. Alors qu'il la tournait, la porte s'ouvrit facilement, révélant une petite scène de fortune éclairée par une seule lampe à gaz. Au centre de la scène se tenait Gerald Marlowe. Il était vêtu d'un costume en lambeaux qui ressemblait à celui du fantôme riant. Son visage pâle, strié de suie, ses yeux brillants d'une intensité maniaque. « Ah, monsieur Holmes, » dit Marlowe, sa voix douce et théâtrale. « Tu m'as enfin trouvé. » Holmes entra dans la pièce, son expression illisible. « Marlowe, dit-il, ou devrais-je t'appeler le fantôme qui rit ?» Marlowe écarta largement les bras, comme s'il s'adressait à un public invisible. « Appelez-moi comme vous voulez. » « Je suis le fantôme de l'Élysée, l'esprit de la scène, celui qui n'est jamais parti. » « Et vous avez tué Henry Cartwright, » dit Holmes d'un ton neutre. Marlowe sourit, un sourire tordu qui me fit frissonner le dos. Cartwright a volé ce qui m'appartenait. Le rôle, la renommée, l'adoration du public,
tout cela. Il a transformé le Laughing Ghost en une imitation bon marché, une moquerie de ce que j'avais créé. J'ai simplement rendu le Ghost à son propriétaire légitime. Vous avez manipulé Charles Fell, a poursuivi Holmes. Vous avez utilisé son amertume et sa connaissance du théâtre pour préparer le terrain pour la mort de Cartwright. Fell a été utile, dit Marlowe d'un ton dédaigneux. Un pion. Pratique. Mais c'est ma main qui a écrit le scénario, mon esprit qui a conçu la performance. Le regard de Holmes se durcit. Vous vous êtes trompé en croyant que vous créiez de l'art, mais tout ce que vous avez fait, c'est détruire des vies. Le théâtre n'excuse pas le meurtre. Le rire de Marlowe résonna dans la pièce. « Oh, Holmes, vous êtes vraiment un homme. » De logique. Mais la logique n'a pas sa place ici. L'Élysée est mon monde, une illusion, un rêve, et j'en suis le maître. Holmes fit un pas de plus. « La police est en route, Marlowe. Cette mascarade est terminée. » Le sourire de Marlowe s'effaça un instant, mais sa bravade revint. « Ils peuvent me prendre, mais ils ne m'effaceront jamais. Je suis le fantôme. Je suis éternel. » Alors que le bruit des pas qui s'approchaient résonnait dans l'escalier derrière nous, Marlowe se tourna, levant les bras comme pour prononcer un dernier monologue. Le rideau tombe, mais le fantôme reste. Vous ne pouvez pas tuer ce qui est déjà mort. Avant que je puisse réagir, Holmes se jeta en avant, attrapa le poignet de Marlowe et le tira du bord de la Seine. Le tueur se débattit brièvement, mais la poigne de Holmes était ferme. Lorsque Lestrade et ses agents entrèrent quelques instants plus tard, ils trouvèrent Marlowe maîtrisé et silencieux, son théâtre finalement éteint. Marlowe a été arrêté, ses illusions brisées et sa scène abandonnée. La police a découvert d'autres preuves dans la chambre cachée. Des lettres, des croquis et des fragments de vieux costumes qui dressaient le portrait effrayant d'un homme rongé par l'obsession. Le fantôme qui rit, autrefois un personnage bien aimé, était devenu un symbole de folie. Alors que Holmes et moi quittions le théâtre pour la dernière fois, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à sa façade sombre. Pensez-vous que l'Élysée retrouvera un jour sa réputation? J'ai demandé. Holmes ne se retourna pas. Le théâtre perdure, Watson. Le fantôme a peut-être projeté une ombre, mais les ombres s'estompent toujours. Ce qui compte, c'est que la vérité soit mise en lumière. Et Marlowe? J'ai demandé. On se souviendra de lui, dit simplement Holmes, mais pas comme le héros qu'il s'imaginait être. L'histoire du fantôme est terminée. Alors que nous retournions à Baker Street, le cas du fantôme qui rit semblait se dissoudre dans le brouillard, ne laissant derrière lui que la moindre trace de son rire étrange. Holmes avait raison. Le théâtre a perduré, tout comme la vérité.